Bonjour à tous et bienvenue sur 8BTS Minute, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de management où on va parler d'un auteur qui est super important puisque c'est Michael Porter. Alors avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos vidéos et de rejoindre notre espace membre pour gagner du temps et réviser notamment votre épreuve de management. Alors Michael Porter, c'est un auteur qui est super important parce qu'on va voir des notions qui sont essentielles et qui tombent à chaque fois, à chaque examen. Donc c'est notamment le cas des 5 forces concurrentielles de Michael Porter, donc ça porte son nom pour le diagnostic externe. Vous avez la chaîne de création de valeur, donc on verra ça en détail en deuxième partie. Et en troisième partie, on verra les stratégies de domaine, donc 3 stratégies de domaine à retenir. Alors, tout d'abord, on va commencer par les forces concurrentielles de Michael Porter, donc les 5 plus 1, c'est ce qu'on appelle le micro-environnement parce que c'est tous les acteurs qu'il y a autour de l'entreprise et sur lesquels l'entreprise peut agir. À l'inverse du macro-environnement où c'est l'analyse Pestel justement qui dit ça, où là on ne peut pas agir. Alors on a notre entreprise qui est au milieu et justement à cette entreprise on va avoir par exemple donc la première force concurrentielle c'est l'intensité concurrentielle. Est-ce que l'entreprise où elle se situe il y a beaucoup de concurrence? Est-ce qu'il y a des concurrents directs? Est-ce qu'il y a des concurrents indirects? Quels sont les types de concurrents qu'on a? C'est super important à identifier. Est-ce qu'on est dans une zone de chalandise où il y a beaucoup de concurrents ou à l'inverse est-ce que c'est un endroit où la densité commerciale est très faible? Donc ça c'est à définir. Deuxième chose, les nouveaux entrants, donc des nouveaux produits qui vont arriver sur le marché, des nouvelles enseignes qui arrivent, une nouvelle entreprise qui va s'installer, donc ça c'est à prendre en compte pour une entreprise. Ensuite il y a également les produits substituables, les produits de substitution, donc là par exemple on va prendre le cas de la grande distribution alimentaire, on est une entreprise, on est par exemple un Super U, et par exemple pour midi le client il a le choix de venir au Super U au rayon snacking, mais il peut passer à la pizzeria, il peut passer au McDo, il peut passer dans un restaurant, donc voilà il y a plein de produits substituables ou dans lesquels il peut aller, donc ça c'est à prendre en compte dans les forces concurrentielles d'une entreprise. Il y a également les fournisseurs, donc les producteurs, donc les grands fabricants, le pouvoir de négociation de ces fournisseurs justement. Donc quand on a affaire à des entreprises internationales, mais vraiment très connues, c'est difficile de négocier avec eux parce que les produits sont des produits phares que les clients achètent tout le temps. Donc là, les négociations sont vraiment très conflictuelles, très difficiles. A l'inverse, les entreprises, et c'est notamment le cas dans la grande distribution alimentaire, lorsqu'elles ont en face d'elles des petits producteurs, des petits fournisseurs, c'est très facile d'imposer leur prix parce qu'ils ont un poids de négociation qui est super important et que les fournisseurs n'ont pas forcément puisque ce sont des petits exploitants et donc pour eux la grande distribution c'est un moyen de vendre leurs produits, ils peuvent pas s'en passer. Donc en fonction justement de la taille du fournisseur qu'on a en face de nous, ça sera plus ou moins une force qu'il va falloir combattre. Et autre chose évidemment c'est le pouvoir de négociation des clients. Bon, en grande distribution alimentaire ou spécialisée, à ce que je sache, le client quand il arrive en caisse il va pas négocier le prix. Les prix sont fixes et c'est ceux qui sont déterminés en magasin. Par contre, il ne faut pas négliger cette force puisque le client, si massivement des clients manifestent leur intérêt vis-à-vis de l'entreprise parce que les prix sont trop élevés et qu'ils vont voir la concurrence, et à cause des clients, l'entreprise pourrait perdre beaucoup de clients justement et surtout elle pourrait fermer s'il n'y a plus personne qui vient. Donc c'est pas à prendre à la légère. Le pouvoir de négociation des clients, il est élevé notamment en B2B, donc entre professionnels, où d'un côté on a un vendeur et de l'autre côté on a un professionnel qui a besoin justement d'acheter les produits du vendeur. Et donc là par contre il peut avoir un pouvoir de négociation qui peut s'installer. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite le plus 1 c'est le fameux l'État qu'on met souvent de côté. Donc évidemment l'État peut agir sur le marché si jamais il y a des dysfonctionnements trop élevés, peut mettre en place des lois, des normes et c'est à les prendre en compte. Deuxième chose à voir avec Michael Porter, c'est la chaîne de création de valeur. Donc ça fait partie du diagnostic interne de l'entreprise. Alors d'un côté, on a ce qu'on appelle les fonctions primaires, donc c'est vraiment les activités essentielles de l'entreprise, c'est les activités principales. Pour la grande distribution alimentaire, son activité principale c'est de distribuer des produits. Et à côté, on a les fonctions de soutien où c'est les services d'appui, donc par exemple la RH, la logistique, la comptabilité, donc ce sont des fonctions support en plus des activités principales qui permettent justement de faire fonctionner l'entreprise. Et donc avec tout ça, on a ce qu'on appelle, on va pouvoir distinguer grâce à cette chaîne les activités qui sont créatrices de valeur, donc principalement les activités principales, et les activités qui sont destructrices de valeur, donc c'est souvent le cas des fonctions de soutien ou une activité principale qui est mal gérée, et donc ça peut détruire justement de la valeur. Et donc, si on a une activité qui est créatrice de valeur, on va pouvoir justement baser notre stratégie dessus. C'est notre facteur clé du succès, donc les FCS.
Et donc c'est sur ça qu'on va devoir axer notre stratégie pour pouvoir nous développer. Alors que si on a une activité qui est destructrice de valeur, et bien ces activités justement, il va falloir les externaliser, les confier à d'autres prestataires qui ont un niveau de compétence beaucoup plus élevé que le nôtre, puisque bon, à ce que je sache, en grande distribution alimentaire, notre métier c'est pas de faire le ménage, donc à ce niveau-là, on va justement intégrer une entreprise de service de nettoyage qui va venir le faire à notre place parce qu'ils ils ont le matériel, ils sont spécialisés, c'est pas notre activité, ça nous détruit de la valeur de toute façon, donc autant l'externaliser. Donc ça c'était la première chose. Ensuite, dernier point, donc c'est sur les stratégies de domaine. Donc vous savez qu'il y a des stratégies globales et des stratégies de domaine. Donc dans les stratégies de domaine, il y a 3 stratégies à retenir. Elles ont été définies par Michael Porter. Donc il y a déjà la domination par les coûts. Donc on va faire en sorte, donc en achetant en très grande quantité, en faisant des économies d'échelle par exemple, ou en optimisant la production, on va faire en sorte que le coût de revient d'un produit soit le plus faible possible. Et donc en faisant ça, on va pouvoir augmenter notre marge ou au contraire on va pouvoir baisser le prix au maximum pour pouvoir avoir plus de clients. Donc c'est ce qu'on appelle la domination par les coûts. Deuxième stratégie, c'est la différenciation, donc soit par le haut, soit par le bas. Donc par le haut, c'est le luxe, on va créer un produit qui sera beaucoup plus performant, beaucoup plus luxueux, avec une matière qui est complètement différente, beaucoup plus chère. Et donc on va faire une différenciation par le haut. Et donc c'est comme ça qu'on va se différencier de la masse de nos concurrents. Et aussi, on peut faire aussi par le bas, c'est possible. On fait comme les discounters par exemple, qui vont enlever quelque chose de produit, vont faire un truc beaucoup plus simple, ou de moins bonne qualité, enfin avec des matériaux complètement différents. Et donc justement, on va proposer une gamme de prix beaucoup plus bas que le marché actuel. Et enfin, troisième stratégie, la stratégie de niche. Donc là, c'est la stratégie où on va se spécialiser vraiment dans un secteur, on va utiliser un seul segment ou deux, et donc on va proposer des produits uniquement dans notre secteur, et donc on va être considéré comme le spécialiste du domaine. On va avoir un assortiment qui va être très profond justement dans la niche dans laquelle on est. Donc ça c'est la troisième stratégie possible. L'avantage de ça, c'est qu'en termes de communication, c'est beaucoup plus simple à communiquer sur quelques produits que si on est généraliste, il va falloir communiquer sur l'ensemble de l'offre. Par contre, le problème de ce style de stratégie, c'est que si notre niche justement elle se dégrade, il n'y a plus d'engouement pour cette niche, on se retrouve à avoir une très forte baisse de chiffre d'affaires et ça va être difficile justement de rebondir dessus. Donc voilà les 3 idées essentielles à retenir sur Michael Porter. Auteur très important que vous aurez quoi qu'il arrive à citer dans votre épreuve de management, donc cette vidéo est très importante. N'oubliez pas de la partager à vos amis justement si ils sont également dans le même cas que vous, qui vont passer le BTS MUC ou le BTS MCO, ça pourrait évidemment leur aider. Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, allez bye.